c'est systématiquement une espèce d'envie d'aller au-delà de la limite, quoi. Parce que c'est clair que, à force d'utiliser les objets pour ce qu'ils ne sont pas, on finit par ne plus les voir pour ce qu'ils sont, quoi. Moi, je pense que la modification du regard, enfin, en ce qui me concerne, en tout cas, elle est permanente, quoi. C'est-à-dire qu'à partir du moment où il y a eu cette modification du regard, c'est pas systématique qu'on fasse du parcours quand on se déplace dans la ville. Ça nous arrive de prendre les chemins usuels, les routes, etc. Mais même quand je le fais, je peux pas ne pas regarder les murs et les barrières qui m'entourent avec l'œil du parcours. Donc même si je suis en train de marcher normalement pour me rendre d'un endroit à un autre, je me retourne sur les murs comme je me retournerai sur les filles. Plus habituellement, je vais... Les filles, elles sont le long des murs. Peut-être plus sur les murs même. Il n'y a pas de crise, vous ne faites pas un double salto comme ça. Non, des crises, il n'y en a pas tout le temps. On arrive à se retenir, comme il disait Maxime, mais après, par contre, j'arrive pas à me retenir d'imaginer au moins ce que je pourrais faire. Je peux peut-être compléter. Je sais pas bouger avec eux, mais c'est un petit parcours aussi, parce que moi je suis un peu en pause. Et justement, depuis quelques mois, justement, je dois réapprendre à faire bien tout comme c'est prévu. Et en plus, je fais des études en aménagement du territoire, donc c'est d'autant plus comique, quoi. Mais c'est... Alors que, voilà, ça faisait 4 ans que je m'éloignais de plus en plus et que c'était devenu... Bon, exactement comme Naïm dit, c'est... On peut pas s'empêcher d'imaginer. Là, du coup, comme je dois reposer mes jambes et tout, je me dis, mais... Enfin, je le faisais plus comme ça depuis 4 ans, il faut vraiment que je fasse ça. Je me dis, mais en fait, je dois réapprendre à me dire comment c'est prévu de faire, quoi. Donc c'est assez bizarre comme truc. Mais c'est là qu'on se rend compte du coup de cet écart qui a pu se creuser, quoi. Là, je le ressens vraiment. Si je me dis, mais non, je me retiens, je vais pas prendre la barrière, je fais comme tout le monde. Et c'est un peu frustrant d'ailleurs. On a tous une vie normale à côté et la notion de public-privé, on l'a comme tout le monde, quoi. C'est vrai qu'après, nous, on a peut-être plus la curiosité d'aller voir, par exemple, là, l'école elle est fermée aujourd'hui parce que c'est les vacances, mais peut-être qu'on a plus la curiosité de passer la barrière pour aller voir ce qu'il y a derrière. Ça, c'est vrai que peut-être que la barrière que représente un mur, elle est peut-être moins forte pour nous que pour d'autres, mais c'est vrai qu'on la garde toujours en mémoire, et en général, finalement, c'est une pratique qui est vraiment née sur l'espace public, et l'espace privé, on n'y va pas tant que ça, finalement, parce que parfois, ça nous arrive d'aller dans des lieux semi-publics, comme des résidences ou des choses comme ça, mais c'est vrai qu'on a toujours, on se fait toujours... on nous évacue au bout de 2 minutes, donc ça ne nous intéresse pas trop d'aller à un endroit pour devoir partir 2 minutes plus tard, quoi. Donc c'est vrai qu'on essaie de trouver quand même des endroits pour pratiquer qui soient quand même dans le public, même si c'est vrai que notre regard change, en tout cas sur le public et privé un petit peu. Ouais, chez vous, vous marchez normalement, quoi. Tout à fait. Pensez à la phrase de Spinoza, on se pose la question de l'âme, mais jamais de ce qu'un corps peut. Et quand on vous voit agir, moi ce qui m'intéresse plutôt et qui me fascine, c'est l'idée de la notion de bordure. C'est-à-dire que vos prises d'appui, notamment à un moment donné, main ou pied, vous ne posez pas directement le pied, il est toujours en équilibre, instable, et c'est ce qui nous fascine aussi. Moi je fantasmais qu'à un moment donné, mais s'il tombe, comment ils se rétablissent. Et du coup, comment vous travaillez cette notion de limite de l'espace ou des coins ou des bouts de table, est-ce que ça développe un regard chez vous, et pourquoi cette pratique de chercher juste la limite, c'est-à-dire que vous pourriez sauter juste pour vous stabiliser sur un espace, et c'est pas ce que vous faites en fait, on n'a pas l'impression que c'est pas ça l'objectif. Enfin nous ce qu'on cherche un peu quand on pratique, c'est d'être le plus fluide possible, c'est qu'un obstacle finalement on le passe, que ça devienne naturel, quoi. Et c'est vrai qu'au fur et à mesure de l'entraînement, si tu fais 1000 fois un saut, tu sais que tu peux le passer. On apprend d'abord à faire le saut, et ensuite on apprend à le faire bien et à le faire rapidement finalement. Ça devient un automatisme comme marcher ou s'asseoir ou tous les gestes du quotidien, quoi. Et c'est vrai qu'au fur et à mesure à force de répéter les choses, on connaît les distances, on connaît nos capacités, et on sait, les choses deviennent instinctives, quoi. C'est un peu ça. Et les réflexes, le fait de se laisser tomber, de se laisser glisser, ça devient des réflexes aussi instinctifs. Et par contre, sur la question de la limite, c'est vrai que nous on aime bien arriver pointe de pied au bord du mur, etc. Et ça, c'est un peu, je dirais que c'est un peu comme un footballeur qui apprend à jongler, quoi. Ça lui sert à rien d'apprendre à jongler pour un match de foot, quoi. Mais ça lui apprend à maîtriser le ballon, et nous ça nous apprend à maîtriser notre corps et à savoir que
à savoir qu'on ne fait pas la chose à peu près, quoi. Si on la fait, c'est qu'on sait qu'on peut la faire et qu'on peut arriver à la limite et qu'on n'arrivera pas plus loin ni avant, quoi. Enfin, c'est aussi les techniques qu'on utilise et qu'on mobilise pour certains sauts qui veulent ça. C'est-à-dire que quand on fait ce qu'on appelle un saut de précision, qu'on saute à l'arrêt d'un muret à un autre, il me semble que, en tout cas à travers l'expérience, on peut voir que c'est beaucoup plus agréable si on fait un atterrissage, ce qu'on appelle nous un atterrissage propre, en fait on veut dire un atterrissage correct. Et cet atterrissage correct, il demande qu'on arrive sur la pointe, sur cette partie-là du pied, donc l'avant du pied, qu'on ait une flexion, mais si possible pas au-delà de 90 degrés, sans quoi l'articulation du genou est traumatisée, mais qu'on ait une flexion suffisante pour pas que le dos prenne un coup non plus, qu'on arrive à se stabiliser et qu'on n'aille pas donc pas pied à plat et pas au-delà du bord du mur, parce qu'en fait on se sert du coin en fait, entre les deux murs pour finalement qu'il y ait plus la forme du pied et pour atterrir plus comment dire, de manière plus douce en fait. Donc c'est aussi il y a la question du défi effectivement de la maîtrise, et puis il y a une question technique où corporellement je dirais qu'on a pu vérifier à travers l'expérience que c'était meilleur d'atterrir comme ça, et que souvent les gens ont l'impression que si on arrive comme ça c'est parce qu'on est juste et qu'on a le saut vraiment tout juste et qu'on a failli se faire mal, alors qu'en fait on aurait pu se faire bien plus mal en allant plus loin sur le mur. Est-ce que vous avez vos spots? Est-ce que vous avez des coins dans lesquels il y a des parcours qui sont toujours attrayants avec une diversité de figures à faire? Et ma question qu'il y a derrière, c'est est-ce que dans ces types de parcours, par exemple, on va s'apercevoir que quand on va dans des villes où il y a des spots ou des endroits où il y a pas mal de gens qui font du parcours, on est plutôt sur des bâtiments années 50 que médiévaux, dans certains types de quartiers, etc. Autrement dit, la ville idéale de ceux qui aiment le parcours, c'est probablement peut-être des types de quartiers, des types de villes, des types d'époques, des types de constructions. Est-ce que vous avez remarqué ça, qu'il y a des endroits dans lesquels il y a plus de spots ou des types de quartiers ou... En gros, la ville qui est facile à parcourir, avec un K, elle est plutôt où? Je pense que pour les pratiquants du parcours, les spots sont vraiment partout, dans le sens où un des buts de cette pratique-là, c'est aussi d'arriver à adapter le corps à son environnement, quel qu'il soit. D'ailleurs, ça ne se pratique pas qu'en milieu urbain, ça se pratique aussi en milieu naturel. Donc dans la forêt, on va se servir des rochers, des arbres, enfin de ce qu'il y a. Et aussi en sachant qu'on se nourrit essentiellement du relief, de tout ce qui dépasse des surfaces planes. Donc plus il y a de mobilier urbain, enfin plus il y a de mobilier, que ce qui soit urbain ou naturel, plus on a des choses à faire avec, parce qu'on a des obstacles à franchir, on peut s'aider d'un obstacle pour franchir l'autre, etc. Et donc, moi je pense que n'importe où dans la ville, même là où au premier abord, lorsqu'on débute le parcours, l'œil ne soupçonne pas qu'il y ait des choses à faire, parce que plus ça va et plus on aiguise le regard qu'on porte aussi sur le mobilier urbain. Donc au fur et à mesure, on voit des nouvelles choses à faire et des nouveaux lieux et des nouvelles structures qu'on n'avait même pas vues jusque-là. Et donc à ce moment-là, on voit qu'avec un réverbère devant lequel on passait tous les jours sans le regarder parce qu'il y avait juste un réverbère, ben en fait on se rend compte qu'on peut partir avant une bordure, arriver sur le réverbère et faire quelque chose aussi. Et donc je dirais que c'est un peu partout qu'on s'entraîne. Et puis après il y a quand même, comme vous le disiez, des spots, des lieux particulièrement adaptés dans le sens où ils offrent une grande diversité ou une grande richesse de mobilier, et qui permettent de travailler un petit peu toutes les techniques qu'on mobilise dans cette pratique-là. Il y a quand même des spots, il y a quand même des endroits où on aime quand même plus, où il y a plus de choses à faire. Là, on vous a emmené sur un endroit où on s'est baladé un peu avant et on a regardé, ok, là on peut faire ça, on peut faire ça. Il y a quand même des endroits qu'on préfère que d'autres. En général, c'est justement dès qu'il y a une multiplication de murs, de barrières, de mobilier urbain où on aime bien aller, quoi. Et il y a ce terme de spot aussi comme au skateboard. Et quand on les analyse, en général, c'est quand même plus sur l'espace des années 60-70, beaucoup sur les dalles, les villes nouvelles, les quartiers de Tours, etc., où il y a plus de choses à faire. Et je pense que c'est d'une part parce que c'est des espaces qui offrent plus d'espace public que d'autres endroits, parce qu'il y a plus d'espace public à Paris 13e, dans le quartier des Tours, dans le quartier de Grenelle ou dans d'autres quartiers qu'au centre historique de Paris. Et c'est aussi le fait, à mon avis, qu'il y a une multiplication depuis quelques années
du mobilier qui sert à la fois à nous protéger du vide, qui sert à dicter aussi notre conduite, à nous dire il faut aller là, il ne faut pas aller là. Il y a une multiplication des barrières, des rampes handicapées, des escaliers, des niveaux, et tout ça, au fur et à mesure, crée de plus en plus de spots. Et je pense que ce n'est pas un hasard, justement, si le parcours est né à cet endroit-là, et il y a une vingtaine d'années. Qu'est-ce que ça signifie donc d'évoluer sur l'espace public, de se montrer aux autres, hein, finalement, vous voyez tout à l'heure, là, il y avait quelques adolescents qui se sont regardés avec des yeux grands comme ça, un peu émerveillés par vos performances. Qu'est-ce que ça représente pour vous, à la fois ce collectif, d'évoluer ensemble, et puis de vous représenter finalement, parce que vous pourriez faire ça en pleine campagne, en pleine forêt, vous l'avez dit, ça arrive peut-être, mais néanmoins on sent bien que sur l'espace public, c'est peut-être un autre rapport aux autres. Est-ce que vous avez essayé d'analyser cette situation-là? En fait, le fait que ce soit un espace public, c'est pas... nous, on ne le choisit pas parce qu'il est public et parce qu'on va pouvoir montrer ce qu'on fait, quoi. En général, on cherche justement... on n'aime pas trop s'entraîner dans des endroits où il y a des foules de gens qui vont nous regarder parce que ça nous met une pression quand on saute, ça nous met pas à l'aise, quoi. Moi, j'aime pas m'entraîner dans les endroits où il y a beaucoup de monde. Et moi, je parle pas plus que ça de ma pratique dans mon entourage ou dans certains cercles d'amis. Donc, c'est pas vraiment quelque chose qu'on fait, je pense, pour montrer aux autres ou pour prouver quelque chose, etc., quoi. C'est pas en jeu selon vous. Pardon? C'est pas en jeu selon vous. Parce que, alors, pourquoi vous évoluez en groupe? On évolue en groupe pour la même raison que les gens courent en groupe et vont jouer aux cartes ensemble. C'est une manière d'avoir du lien social. Et pour nous on est amis. Hein. C'est une manière de nous regrouper à travers une passion. Mais c'est vrai que c'est stimulant parce que quand on bouge en groupe, c'est stimulant parce qu'on a quelqu'un qui fait un mouvement, on se dit ok, je vais essayer de le faire, est-ce que c'est à mon niveau, est-ce que je peux le faire, ça nous permet de progresser et ça nous permet de... Voilà. Mais le regard de l'autre, donc des citoyens ordinaires... Mais le regard de l'autre, moi je trouve que c'est plus... Après, vous trouverez toujours des personnes qui aiment bien, qui vont faire du parcours et mettre un chapeau devant eux et qui aiment bien aussi avoir du public, hein, vous allez en trouver. Mais moi je pense que c'est quand même... moi ça me gêne plus qu'autre chose le regard des gens. Alors bon, donc je m'appelle Naïm Bornaz, je pratique le parcours depuis 9 ans maintenant. Et parallèlement à ça, je suis aussi vidéaste, donc je fais des films autour du parcours. Et j'ai commencé à travailler sur un documentaire, un long métrage documentaire en fait sur justement le rapport qu'entretient le parcours à la pratique du parcours à l'espace public et la façon dont cette pratique-là modifie le rapport qu'a à la fois le pratiquant à cet espace et aussi les passants qui peuvent le rencontrer, comment ça peut modifier leur regard et l'idée qu'ils se font sur la nature et la fonction de cet espace public. Donc aussi, je fais ce qu'on appelle de la recherche-action, c'est-à-dire que je fais une forme de recherche sociologique. En gros, le principe de la recherche-action, pour ceux qui ne connaîtraient pas, c'est que on considère que les acteurs eux-mêmes des différentes pratiques peuvent avoir un aller-retour réflexif sur leurs pratiques et essayer de penser leurs pratiques avec des vrais outils sociologiques pour avoir une analyse rigoureuse sur leurs pratiques. Donc ils se dotent des outils des sciences sociales et ils essayent de faire un aller-retour réflexif sur leur pratique. Voilà. Et donc je fais ça depuis quelques années maintenant, dans le cadre d'un laboratoire qui s'appelle l'ISRA, Laboratoire d'innovation sociale par la recherche-action. Et du coup j'écris dans ce cadre-là des articles sur le parcours et l'espace public, j'en ai publié plusieurs. Alors, je vous dis brièvement, ce que je vais vous dire, ce ne sera pas du tout exhaustif, hein, mais c'est histoire de vous donner quelques clés pour ensuite pouvoir discuter ensemble. Donc je vous fais un très bref historique du parcours, de l'apparition du parcours. C'est apparu il y a à peu près 25 ans, autour de 1988, à Lys, donc, en banlieue parisienne, dans l'Essonne. C'est une petite ville nouvelle à côté d'Evry. Et c'est quelqu'un qui s'appelle David Bell qui a développé cette pratique, lui-même inspiré par son père, donc, qui était enfant de troupe au Vietnam, et qui avait développé une méthode d'entraînement qui lui a permis de survivre pendant la guerre là-bas. Le but premier du parcours, selon David Bell,
c'est de pouvoir se tirer d'une mauvaise passe si un jour on est dans une situation de danger et qu'on doit fuir, etc. Ou de venir en secours à quelqu'un qui serait lui-même dans une situation de danger, s'il y a un feu, enfin, voilà, un petit peu l'esprit des pompiers, on va dire. C'est un peu ça qui a motivé l'apparition de cette pratique. Donc c'est lui qui a formalisé et théorisé cette méthode d'entraînement. Donc le mot parcours avec un K, c'est donc un dérivé, vous l'avez compris, du mot parcours COURS. Et ça désigne en fait deux choses distinctes. Ça désigne donc un moyen de locomotion qui fait usage simplement du corps humain et de toutes les structures qui l'environnent et qui n'ont pas été conçues pour. Plutôt pour reformuler ma phrase, on se déplace avec tout ce qui n'a pas été conçu pour. Et ça fait partie de la manière dont la pratique se définit. Et en second lieu, c'est aussi une méthode d'entraînement, donc physique, technique et mentale, qui nous permet, et donc qui rend possible le moyen de locomotion. Parce qu'évidemment, on ne peut pas du jour au lendemain se déplacer de cette façon-là, alors qu'on a, surtout dans la société dans laquelle on vit, où il y a une mécanisation assez importante avec les escalators, les ascenseurs, les voitures, etc. Donc on perd petit à petit l'usage de notre corps, et dans le parcours, on essaie de retrouver l'usage du corps, justement. Dans ce concept-là, il y a plusieurs dimensions. Il y a la vitesse pour le pratiquant du parcours, la sécurité ou la prudence, l'économie d'énergie, la capacité de s'adapter et la fluidité. C'est en combinant toutes ces dimensions-là qu'on essaye d'approcher de plus en plus ce qu'on appelle l'efficience. Donc pour le redéfinir, on l'a dit un petit peu tout à l'heure, mais il s'agit donc de se déplacer d'un point A à un point B de la manière la plus directe, la plus rapide, la plus fluide, la plus efficace possible, en franchissant tous les obstacles qui se trouvent sur la route, et cela avec pour seul véhicule le corps humain. Il y a aussi dans cette pratique une dimension vraiment créative et imaginative, dans la mesure où, comme je vous le disais tout à l'heure, on est vraiment tenu d'utiliser tout ce qui n'a pas été conçu pour. Donc là, on a fait une petite exception d'ailleurs tout à l'heure. Les tables n'ont pas été conçues pour, mais évidemment, c'est nous qui les avons disposées pour pouvoir vous montrer quelques techniques et quelques mouvements, sachant qu'on était en intérieur. Mais a priori, le parcours, lui, veut utiliser tout ce qui existe déjà, l'existant, et en le détournant, trouver comment l'utiliser le mieux possible pour pouvoir continuer son chemin. Alors, je voulais vous dire aussi un mot sur le rapport qu'entretient le pratiquant du parcours à son propre corps, en fait. Parce qu'il faut bien dire que dans le parcours, le corps, c'est le seul et unique véhicule qu'on utilise dans le cadre de ce moyen de locomotion. Donc, évidemment, le corps a une grande valeur et une grande importance, et on porte en conséquence un grand soin à son entretien et à sa santé, selon le principe bien connu qui veut aller loin doit ménager sa monture. Et donc, on a conscience de ça. Si on veut pouvoir aller loin sur le chemin, il faut qu'on prenne soin du corps. D'où ce que je disais tout à l'heure dans les techniques, le fait qu'on s'enseigne sur les angles de flexion des articulations, au-delà desquels les articulations vont être trop sollicitées ou traumatisées, sur la façon dont il faut poser le pied, sur la façon dont il faut se préparer physiquement, s'échauffer, s'étirer, etc. C'est vraiment une pratique qui peut parfois donner l'impression d'un sport extrême. Donc ça peut parfois donner l'impression qu'on se jette un peu sans trop savoir et qu'on voit bien ce qui se passe en l'air. Et évidemment, en réalité, il y a beaucoup de préparation et de réflexion avant de faire les sauts, etc. Et un des principes à l'origine du parcours que David Bell a énoncé, c'est donc être et durer. Ce qui signifie qu'effectivement, on veut être dans le moment, mais on veut aussi pouvoir continuer à être au fil des années. Donc là-dessus, moi j'opère une distinction entre ce qu'on peut considérer comme un usage du corps, certes intensif ou intense, et une usure. Et il me semble que le parcours en ça se distingue quelque peu du sport-spectacle ou du sport où la performance est le seul critère, le seul objectif, puisque là dans le parcours, voilà, pour mieux le dire, comme ça je risque moins de me répéter, je vous cite un petit extrait d'un article que j'ai écrit sur la question. Certes, le parcours conduit à un usage du corps qu'on pourrait être tenté de qualifier, par abus de langage, de sportif, le corps devenant l'unique outil de déplacement du pratiquant. Mais s'il y a usage, il n'y a pas nécessairement usure. Au contraire du sport de la performance ou sport-spectacle, le parcours met l'accent sur la conservation et la préservation du corps, ce notamment par une connaissance et une écoute accrue de son propre corps, qui permettent de définir des techniques de réception, épargnant les articulations,
en sollicitant les muscles appropriés, en calculant les angles de pliage au-dessus desquels il y aurait traumatisme articulaire, et en absorbant la force de l'impact à travers un circuit musculaire bien précis, ainsi qu'avec différentes techniques d'absorption du choc, comme la roulade par exemple. On en a vu tout à l'heure, je crois que Maxime en a fait une, au moins une. Le parcours inclut d'ailleurs dans sa méthode d'entraînement des pratiques à usage thérapeutique reconnu comme la quadrupédie, je vous en reparlerai après, et a, pour qui en a compris le sens, davantage la caractéristique de faire prendre soin du corps et de le maintenir en forme et en bonne santé, nécessité absolue donc de celui qui en fait l'usage quotidien d'outils de déplacement, que de le négliger, de le malmener ou de le détruire. Les apparences sont donc trompeuses, puisque une pratique telle que le parcours sera souvent qualifiée par ceux qui y sont étrangers de pratique sauvage ou dangereuse, de sport extrême, alors que le sport homologué sert, croit-on, à se maintenir en forme et à garder la santé. Il n'en demeure pas moins que derrière la façade rassurante de l'homologation, la réalité à laquelle est confronté l'athlète compétiteur est parfois tout autre: pression, humiliation, menaces, nécessité d'accomplir toujours davantage, de faire toujours mieux, d'être toujours le meilleur, et leurs conséquences: blessures, dopage, dépression, état de santé critique conduisant parfois au pire. Il me semble aussi qu'il y a deux conceptions du parcours qui petit à petit au fil des années se dessinent. Une conception que j'appellerais plutôt sportive et une conception plus artistique. Alors je m'explique un peu là-dessus. Si on cherche une définition du sport, ce que j'ai fait en écrivant un article, j'ai été chercher ça à plusieurs sources, donc dans le Grand Larousse, auprès des institutions sportives telles que le Comité national olympique du sport français, et auprès de sociologues du sport, parmi lesquels Pierre Parlebas et Jean-Marie Brome, pour ne citer qu'eux. Et donc tous ces gens-là, les sociologues du sport, le Grand Larousse et les institutions sportives, s'accordent sur 3 critères pour qu'on puisse parler de sport. Lesquels sont: premier critère, la pertinence sportive, donc le sens de l'activité est dans l'engagement moteur, il faut qu'il y ait une activité physique, autrement dit. 2, la codification compétitive, la présence de règles permettant d'attribuer la victoire. Et 3, l'institutionnalisation, présence d'une instance nationale ou internationale, voire les deux, qui organise les compétitions et définit les règles, qui permettent de départager donc les pratiquants. S'il y a 2 de ces 3 critères, mais s'il en manque un, on ne peut pas parler de sport, d'après ces définitions-là. Donc, si on se fie à ces définitions, le sport, ça a donc la particularité d'être un jeu institutionnalisé, auquel il ne s'agit pas seulement de jouer, mais aussi et surtout de gagner. Or, si le parcours remplit certainement la première condition, celle d'engagement moteur, ou encore d'exercice physique, ça vous avez pu le voir, il exclut en revanche par essence toute forme compétitive, et ne remplit donc pas le second critère. Quant au troisième et dernier critère, celui d'une pratique institutionnalisée dont l'institution définit les règles du jeu et organise les compétitions, le parcours pose là encore problème. Donc là, je vous lis encore un petit extrait de l'article que j'ai écrit sur cette question. D'abord, ce dernier critère suppose qu'il y ait des règles. Or, nous verrons que nous avons dans le cas du parcours plutôt affaire à des principes philosophiques qu'à des règles en tant que telles. Ensuite, ça suppose que ces règles soient conçues en vue de l'organisation de compétitions. Or, nous venons de voir que le parcours exclut par nature toute compétition. Donc, ça pose quand même 2 gros problèmes. Enfin, au jour d'aujourd'hui, aucune institution à travers le monde n'est reconnue de l'ensemble des pratiquants comme légitime et comme représentant la pratique. C'est-à-dire qu'il y a bien des fédérations. Il y a d'ailleurs en France une fédération qui s'appelle la Fédération de parcours, FPK. Il y a la WFPF, je crois, World Federation of Parkour and Freerunning. Je crois que c'est aux États-Unis. Donc il y en a plusieurs qui sont nés comme ça, mais de fait, aucune institution ne fait vraiment autorité sur l'ensemble des pratiquants. Et donc le principe qui voudrait que cette institution définisse les règles du jeu, etc., et qu'elle soit suivie par l'ensemble et qu'elle permette de départager, pour l'instant, ça n'existe absolument pas. Donc il n'y a pas de règles, pas de compétition. On verra que, cela dit, il commence à en apparaître depuis quelques années et qu'il y a une partie évidemment de la communauté qui s'en réjouit, et puis une partie qui au contraire essaie de lutter contre l'apparition de ces compétitions. Pas de règles, pas de compétition, en tout cas à l'origine, pas de trophée ni médaille, pas d'homologation ni d'institution faisant autorité, pas de licence, pas de club, même s'il y a des associations qui naissent pour transmettre la pratique, pas de terrain délimité et pas de tenue réglementaire. Donc ça fait quand même beaucoup de critères qui posent problème pour pouvoir faire du parcours un sport. Donc, ce qui m'amène à une deuxième conception du parcours qui le définit plutôt comme un art. Et donc là, on peut examiner au moins quelques critères pour voir si le parcours est bien un art.
d'abord la visibilité de l'œuvre. On peut se demander en quoi l'observateur peut voir l'œuvre d'art, si vraiment il y a œuvre d'art lorsqu'un traceur s'entraîne, un pratiquant du parcours. Donc là, on peut avoir recours à l'art éphémère, qui se définit comme toute forme artistique présente surtout dans l'art contemporain, mais pas exclusivement, et qui joue non pas sur la pérennité de l'œuvre d'art, ce qui est la règle générale, mais sur la brièveté, son caractère provisoire, et souvent la mise en scène de l'artiste lui-même dans l'œuvre. Donc l'œuvre ne peut durer qu'un temps, et consister dans la mise en scène de l'artiste lui-même, sans impliquer qu'un objet tiers soit nécessairement produit par l'artiste. Ça pourrait bien être le cas du pratiquant du parcours. Selon ces modalités, le déplacement du traceur dans l'espace peut donc bien être considéré comme une œuvre d'art, ayant entre autres caractéristiques de ne durer qu'un temps et de mettre en scène l'artiste lui-même. Ensuite, il y a une seconde question qui est celle du beau. Vous savez que la conception traditionnelle de l'art se base sur le critère de la beauté, en tout cas comme critère principal. Donc, cette conception elle a été depuis largement remise en cause par l'art contemporain, mais qu'on s'y arrête un instant, comment est-ce qu'on pourrait montrer que le parcours conduit au beau? Et là, il me semble intéressant de vous lire un autre extrait de l'article qui parle de cette conception esthétique, parce qu'il y a dans la pratique du parcours, à mon humble avis, une dimension esthétique, mais vraiment très spécifique. Donc, la première objection qui nous vient à l'esprit est que le parcours s'occupe d'efficience, et non de beauté esthétique. Cet argument se fonde sur le présupposé théorique suivant: il n'y a de dimension esthétique qu'intentionnelle. En d'autres termes, le beau ne peut être atteint que par celui qui le recherche. Or, le traceur ne recherche pas la beauté, mais l'efficacité du mouvement. Faisons un détour par les animaux afin d'examiner la pertinence de cet argument. Pourquoi un chat saute-t-il ou grimpe-t-il aux arbres? Nous pourrions bien trouver la réponse à cette question dans ces quelques mots. Il ne faut pas chercher à faire le mouvement pour qu'il soit beau. C'est à force que tu es de l'aisance, le mouvement devient beau. Comme un singe ou un puma qui va passer une rivière, on se dit c'est joli. Mais lui, quand il saute la rivière, il ne se dit pas j'essaie d'être joli. Il essaie d'être le plus juste possible. Là, je viens de citer David Bell dans une interview qui prenait cet exemple du singe ou du puma. Donc, notons qu'à 2 reprises d'ailleurs dans cette même interview, David Bell qualifie le parcours d'art. Nous avons en effet de bonnes raisons de croire, par exemple, que le chat qui saute ne cherche pas à ce que son mouvement soit beau, simplement parce qu'il est peu probable que le chat maîtrise et utilise le concept de beau, a priori en inadéquation avec ses préoccupations vitales. Là où nous voyons, nous, de la grâce et de la beauté, il est pour lui plutôt question de justesse. Justesse du mouvement, de la puissance musculaire mobilisée, détermination précise du point d'atterrissage, réactivité. C'est la parfaite mise en adéquation entre, d'une part, ses capacités corporelles, d'autre part, son projet, attraper un rongeur ou un oiseau, et enfin, avec la configuration précise dans laquelle il se trouve à ce moment-là, qui suscite chez son observateur humain le sentiment de beauté. Et c'est dans cette même situation que le pratiquant du parcours se trouve. Il cherche, lui, la justesse, et c'est de sa capacité à l'atteindre que dépend le sentiment de beauté chez ses observateurs potentiels. Il semble donc qu'on puisse bien atteindre le beau, et avec cela s'adresser au sens des observateurs, sans nécessairement le chercher. Or, les pratiquants en font parfois l'expérience. On a des témoignages d'observateurs occasionnels qui semblent le confirmer. On nous parle de beauté, de réenchantement des zones sinistrées de l'urbanisme. Là, c'était un architecte qui m'avait dit ça, des années 60. Une dimension chorégraphique, c'était une directrice d'école de danse qui m'avait vu entrer dans la rue. Un ballet avec les obstacles, une danse avec les murs. Voilà, c'est ces termes-là que j'ai pu entendre parfois. Donc, on peut considérer qu'il puisse y avoir une dimension du beau dans le parcours sans qu'on la cherche nécessairement en le pratiquant. Et puis, une dernière chose par rapport à l'art, c'est que le parcours, à mon sens, donne à voir la ville autrement. Je vous cite encore un extrait de l'article qui fait suite juste à ce que je viens de vous dire, mais les traceurs ne rencontrent pas non plus que des réactions positives. Donc ça, on en parlait tout à l'heure, quand on disait que parfois dans les résidences, on se fait chasser au bout de 2 minutes, et ça, on le sait tous. On ne le sait que trop. Donc, on ne rencontre pas que des réactions positives. En effet, parce qu'il investit l'espace public dont il fait un usage tout à fait inhabituel, il arrive fréquemment que le parcours dérange. Il dérange parce qu'il surprend, parce qu'il s'invite sans qu'on l'ait convié, parce qu'il bouscule les habitudes, parce qu'il détourne le mobilier urbain et joue avec, parce qu'il prend d'autres chemins que les chemins usuels, parce qu'il introduit de la nouveauté dans les usages et du mouvement dans l'espace, parce qu'il évoque l'animalité par ses corps qui se meuvent dans la ville. En faisant tout cela, le parcours donne à voir l'urbanisme sous un jour nouveau. Il renvoie une image de l'espace commun qui ne correspond pas aux représentations que ses usagers en ont. En d'autres termes, le regard décalé que le traceur porte sur la ville amène à son tour un décalage
sur la manière dont elle apparaît à ses autres usagers. Or, c'est là une autre fonction, ou tout du moins une qualité qu'on pourrait attribuer à l'art en général, donner à voir ou à percevoir le réel d'une façon nouvelle, mais aussi plus profonde, créer un décalage dans le point de vue de l'observateur, susceptible d'éclairer ce qu'il observe. Le philosophe Henri Bergson écrit à ce sujet « Il y a en effet, depuis des siècles, des hommes dont la fonction est justement de voir et de nous faire voir ce que nous n'apercevons pas naturellement, ce sont les artistes. » Fin de citation. Le traceur, par le biais de ses œuvres, fait certes voir l'urbanisme et l'architecture des villes, mais il fait également voir une réalité bien moins manifeste, l'espace public. C'est par l'usage détourné qu'il en fait que le pratiquant du parcours met en exergue l'espace public dans lequel il crée, parce qu'en remettant en cause les codes et conventions qui y ont cours, il les rend visibles. Bergson nous dit encore « L'art n'a d'autre objet que d'écarter les symboles pratiquement utiles, les généralités conventionnellement et socialement acceptées, enfin tout ce qui nous masque la réalité. » Et on peut se demander si ce n'est pas ce que le parcours fait dans l'espace urbain. C'est justement par rapport à ce détournement de l'existant et du mobilier urbain, le danger que peut représenter l'apparition de lieux tels que les parcours-parcs. Donc pour ceux qui sont vraiment étrangers au parcours, les parcours-parcs, c'est des lieux bâtis sur le même principe que les skateparks, et c'est des lieux conçus par et pour les pratiquants du parcours, dont souvent ils dessinent eux-mêmes, ils disposent les différents objets pour pouvoir ensuite pratiquer dessus. Et moi, j'y vois plusieurs gros problèmes. Le premier, c'est que pour moi, ça dépouille la pratique de sa dimension créative et imaginative. Donc ça vide le parcours de son sens, puisque c'est ainsi qu'il se définit à la base, comme utilisant tout ce qui n'est pas prévu pour. Donc ça pose un vrai problème par rapport au sens de la pratique. Ensuite, en second lieu, ça auto-parcourt sa dimension politique, et là on en revient à l'espace public. Il me semble que ce qui est très intéressant dans le parcours, c'est justement qu'il s'approprie l'espace public, qu'il l'occupe, et qu'il en fasse un usage nouveau et inhabituel, qui pose question, qui interroge, qui pose problème même. À mon sens, c'est plutôt une qualité. Or, si le parcours s'enferme dans des lieux qui lui sont dédiés, et déserte l'espace public, il perd toute sa dimension politique en quelque sorte. Et par ailleurs, s'il est à cheval sur l'espace public et sur des lieux de ce type, si ces lieux commencent à se multiplier et apparaître dans différentes villes, on fera aussi face, et là on en vient au troisième point de ma critique, à des effets pervers, c'est-à-dire qu'il y aura une vraie chasse aux pratiquants qui va s'opérer comme avec le skateboard, puisque les gens qui nous disent déjà aujourd'hui mais vous n'avez rien à faire là, c'est pas fait pour, vous avez qu'à aller pratiquer dans des gymnases ou des terrains dédiés. On peut leur expliquer pour l'instant, pour ceux qui sont disposés à écouter, ce qui n'est pas toujours le cas, qu'on n'a pas de terrain dédié et que justement on est censé utiliser tout ce qui n'est pas prévu pour. Or si un jour il y a des lieux prévus pour, qui plus est payés avec l'argent du contribuable, parce que c'est souvent les villes, les municipalités qui font ce genre de commandes, les gens seront en droit d'exiger de nous qu'on aille dans les lieux qui nous sont dédiés, d'autant plus que c'est eux qui les ont payés, et qu'on ne vienne pas risquer de salir ou dégrader les murs qui se trouvent devant leur habitation, leur commerce ou les différents lieux des collectivités, tels que à Paris on a beaucoup de problèmes devant une piscine par exemple, où il y a une rangée de murets, et pendant plusieurs années un gardien, tous les gardiens de la piscine ne faisaient pas d'histoire pour qu'on pratique, sauf un qui était manque de bol tous les jours là, un ancien, et donc lui il était absolument pas d'accord, et donc à chaque fois qu'il y avait des pratiquants qui venaient, il venait au bout de 2 minutes leur demander de partir, sans quoi il appelait la police. Donc souvent on lui demandait d'appeler la police et de nous laisser s'entraîner entre temps, et comme la police a des fois d'autres choses à faire que venir chasser des jeunes qui sautent sur des murs, il pouvait des fois se passer 2 à 3 heures avant qu'ils arrivent, donc on avait le temps de terminer notre entraînement et de partir. Voilà. Mais moi j'ai, comme beaucoup d'autres traceurs, essayé de discuter souvent avec lui, et là par exemple avec lui typiquement la discussion était impossible, on se retrouvait vraiment face à un mur, et là un vrai mur, un obstacle qu'on ne pouvait pas franchir pour le coup, parce qu'il n'était pas disposé à écouter ce qu'on avait à lui dire, et son argument d'autorité, et c'est un argument intéressant parce que c'est un argument qui revient souvent, c'est « mais si vous vous blessez, c'est nous qui serons responsables, la ville de Paris, et donc je suis obligé de vous chasser, sinon mon supérieur va s'en prendre à moi, etc. » Parce qu'il pense que si on se blesse, on va attaquer la ville de Paris parce qu'on sait. Et je me souviens que j'avais pris contact avec un avocat il y a quelques années dans le cadre du documentaire que j'ai commencé à réaliser sur le parcours à l'espace public pour poser des questions à ce sujet-là. Et lui avait été assez formel, il m'avait dit
que cette inquiétude qui revenait si souvent relevait davantage de la paranoïa que de la loi. Il disait de fait, si jamais vous vous blessez, ils ne peuvent pas être tenus pour responsables, c'est impossible, parce que ce que vous faites sur les murs sur lesquels vous pratiquez n'ont absolument pas été conçus pour cet usage. Or, si un pavé de la voirie est mal mis et quelqu'un se tord la cheville dessus, il est en droit d'attaquer la ville parce qu'effectivement, il y a eu un mauvais entretien de la voirie et il s'est blessé de ce fait-là. En revanche, s'il saute sur des murets qui sont une rampe d'accès pour des handicapés, s'il se casse la jambe en sautant d'un muret à un autre, on n'a pas construit les murets pour ça, il prend ses responsabilités en sautant et la ville de Paris n'y est pour rien. Donc de fait, il m'a dit, c'est juste qu'il y a une vraie paranoïa ambiante sur cette question et que tous pensent qu'ils vont être tenus pour responsables. Donc ils vous chassent. Mais en fait, ils ne pourraient de toute façon pas l'être, même si vous les attaquiez, ce qui évidemment n'est pas le cas.